Édition hockey de Bulletin sportif. Bienvenue à ce nouvel épisode. Bien content de vous avoir avec nous cette semaine. Évidemment, on part parce que on commence à parler de hockey universitaire. Ça a commencé chez les hommes. Rappelez-vous, les hommes, les équipes québécoises jouent dans la division ontarienne. Donc, on va suivre ça. Tout de suite, je vous parle d'un début de saison assez particulier parce que les Patriotes de l'UQTR, qui sont habituellement une grande puissance, qui devrait l'être encore parce qu'on a un noyau qui est quand même de retour, a amorcé sa saison avec deux défaites, mais deux grosses défaites de 5-1. Une contre Ottawa, l'autre contre Carleton. Bref, un début de saison assez particulier. On peut se poser des questions quand même particulier parce que Alexis Gravel, le gardien de but, qui accorde 4 buts sur 27 tirs au premier match, puis qui accorde 3 buts à ses 4 premiers tirs après 8 minutes dans le deuxième, avant d'être retiré de la rencontre. Donc, franchement, des choses assurément à peaufiner en ce début de saison pour l'UQTR. Ceci dit, Concordia, bonne nouvelle. Concordia de leur côté, 2 victoires. 4-3, 4-3. Charles-Antoine Paiement, 2 buts, 2 passes au total dans ces 2 matchs-là. Donc, un bon début de leur côté. McGill a perdu son seul match. C'était contre Concordia, justement. Concordia, intéressant. Ça va être bon de les suivre parce qu'on a Jonathan Lemieux, qui est leur gardien, qui était leur gardien toute étoile l'année passée. Jonathan Lemieux a signé une entente professionnelle avec les Canucks d'Abbotsford, excusez-moi, dans la Ligue américaine. Donc, va être intéressant de suivre ce qui se passe avec Concordia, étant donné le départ de leur gardien étoile après la dernière saison. Évidemment, à part le hockey universitaire, on va parler du hockey universitaire féminin, mais ça avec Léa McIntyre parce que la saison commence la semaine prochaine. On va parler évidemment de ce qui s'est passé parce qu'on avait seulement 2 matchs au niveau collégial féminin. Pourquoi, dans quelles circonstances ça s'est passé, puis évidemment les résultats. On va également parler de hockey collégial masculin. On fait le tour. 2 grosses victoires, notamment de Thetford. Thetford qui est en train de se positionner clairement en ce début de saison comme vraiment une puissance de la Ligue cette année. On s'en doutait, mais on opère de ce côté-là, donc ça va très bien. Avec Denzel Carigaya, Tristan Mac, on va faire le tour de tout ça. Donc, restez avec nous et soyez à l'écoute. Assurez-vous de profiter pleinement de cette émission qu'on a eu un plaisir de préparer pour vous. Bonjour. Hockey féminin avec Léa McIntyre. Salut Léa. Salut. Ça va bien? Ça va, toi? Yes, ça va. Une fin de semaine au hockey collégial un peu plus tranquille. 2 matchs, on va en parler. Puis en plus, on a une couple d'autres sujets. Tout de suite, regarde, entrons dans le vif. Une victoire de 3-2 de John Abbott en prolongation contre Édouard Montpetit. Ça, assurément des choses à raconter là-dessus. Cougar de Champlain-Lennoxville qui l'emporte 4-0 contre vous, Dawson. Quand même un match que après 2 périodes, c'était 1-0, donc tout était possible. On va commencer par ce match-là, justement. Je raconte un peu l'histoire du match. Là, dans le fond, comme je dis, c'était 1-0 après 2 périodes, donc c'est vraiment Champlain là, qui s'est sauvé avec le match en 3e. Oui, c'était un match qui était super serré. 1-0 après la deuxième période. Puis en 3e période, on a juste... On dirait qu'on a abandonné. On n'a même pas pris un lancer au filet. Comment tu veux marquer des buts quand on ne prend pas de lancer au filet? T'sais? Donc, 3e période assez décevante. Mais on était fiers du travail des joueuses pour les 2 premières périodes. En 3e aussi, on a été indisciplinés. Là, ils ont compté 2 buts en avantage numérique. Donc, ça nous a fait mal là, à la fin. Puis, ça nous a empêché de revenir dans le match. Mais même là, on peut pas revenir dans le match quand on prend pas de lancer au filet. Fait que, oui, ils ont une bonne défensive. Ils n'accordent pas de but depuis le début de l'année. Ils n'ont accordé aucun but à la maison. Mais on ne se donne pas de chance de marquer contre cette défensive-là si on ne prend pas de lancer au filet. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous a fait mal hier. Là. Champlain demeure quand même une équipe, comme tu l'as dit, très solide, défensivement impeccable. Fait que, tu sais, ça reste que des fois, ça explique, mais regarde,
comme tu dis, aucun tir, c'est assez rare. Fait que ça devient difficile pour utiliser cet euphémisme. Donc, quand même, une performance, comme tu dis, les 2 premières périodes acceptables, c'est plus pourquoi ça s'est passé comme ça en troisième. J'imagine que vous allez avoir un retour sur ça entre vous autres, puis essayer de régler les choses. Tu as été aussi, tu as vu le match entre John Abbott et Édouard Montpetit. Puis ça, oui, ça finit 3-2 pour John Abbott. À la fin, ça va dans la colonne des victoires pour elle. Mais Édouard Montpetit, quand même, a joué tout un match de hockey parce qu'il a fallu que John Abbott marque à la toute fin de la troisième pour envoyer ça en prolongation avant d'aller marquer tout de suite en prolongation. Mais Édouard Montpetit a bien failli causer toute une surprise. Ouais, c'était vraiment un match qui était le fun à voir. Édouard Montpetit joue comme s'il voulait prouver aux gens qu'il n'aurait pas dû descendre en Division 2. C'était vraiment un bon match pour eux. Je trouve qu'ils ont bien joué. C'est une équipe qui a quand même de la vitesse, donc qui était capable de profiter des erreurs de John Abbott, de récupérer la rondelle, puis de transitionner rapidement. Donc, bravo à eux pour ça. Je sais que c'était décevant. À la fin de la partie, je les voyais, les joueurs étaient déçus parce qu'ils menaient jusqu'à comme 1 minute 15 de la fin. Ouais. Ils menaient après ça, évidemment, le gros trio de John Abbott marque. Après en avantage numérique en plus, en avantage numérique en prolongation. En fait, exact. Là, c'est John Abbott égalise le match. Là, Édouard Montpetit prend une punition. Donc là, commence la prolongation à 4 contre 3. Donc là, c'est sûr que quand on laisse autant de place sur la glace aux bonnes joueuses de John Abbott, ils vont en profiter. Puis c'est ce qui est arrivé là. Mais vraiment, j'ai été contente de voir Édouard Montpetit se battre comme ça pour rivaliser avec John Abbott. Je trouve ça le fun. Puis ça montre que tout peut arriver. Hein. Cette année, je trouve, dans le circuit, tu sais, oui, on a les bonnes équipes, mais une surprise est vite arrivée. Là. Puis on a eu la preuve. Là, tu sais, c'est un gros point qui ont été cherchés qui, à la fin, peut être très payant pour eux. Là. Donc, bravo aux Lynx. Mais tu l'as dit, tu sais, puis c'est pas la première fois cette année, là, justement, que c'est arrivé à vous autres, c'est arrivé, tu sais, des équipes qui passent proches de créer cette surprise-là. Regarde, on va espérer que ça arrive éventuellement parce que les victoires morales, c'est le fun, mais les vraies victoires, c'est encore mieux. Donc, on va souhaiter que ça arrive parce que franchement, quand les efforts sont là en plus puis que le travail est bien fait, ben, c'est mérité. Fait que, bref. Donc, des bons matchs quand même, malgré tout. On a eu uniquement 2 matchs, notamment parce que on est en train de préparer les équipes U18. Tu as vu un match justement des U18 contre Bishops. Raconte-moi justement cet aspect-là du hockey collégial, justement, d'avoir les filles qui se préparent en même temps pour des grands événements comme les tournois justement U18, puis quel impact ça peut avoir sur les joueurs d'une équipe, justement, qui sont impliqués là-dedans, qui, oui, ont leur équipe, mais après ça, à un moment donné, pendant une fin de semaine, partent, s'en vont essayer de faire d'autres choses avec un autre groupe. Comment ça se passe, tout ça? Là? Ben là, c'était le dernier week-end de préparation avant le départ pour le championnat national, qui est en Colombie-Britannique. Donc là, en fait, les joueurs qui sont éligibles aux jouer U18, c'est, dans le fond, les plus vieilles, c'est les joueuses qui sont en première année au cégep. C'est ça. Il y a des équipes qui en ont évidemment plusieurs. Là. Je pense à Limoilou, John Abbott, le Knoxville. Le Knoxville en avait 3. Puis les 3 joueuses ont joué le match contre nous. Donc, bravo à eux. Là. Il y a eu un gros week-end. Ils ont joué 2 matchs contre John Abbott, plus des entraînements. Donc, c'était un gros week-end. Puis ils ont livré la performance qu'ils avaient à donner contre nous hier. Mais c'est ça. C'est le dernier processus. Je pense qu'il reste quelques coupures avant d'y aller avec l'équipe complète pour le championnat national. Mais oui, c'est sûr que les joueurs qui jouent au cégep doivent quitter pour aller rejoindre l'équipe Québec.
Il y a des entraîneurs, je pense à Philippe Tran et Guillaume Archambault de André Laurando et des Lynx, qui sont adjoints sur l'équipe aussi. Donc, eux aussi doivent quitter leur équipe pour aller passer le week-end avec Hockey Québec. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent ce week-end-là. Puis, tu sais, je les ai vus jouer hier, là, puis je les suis, les équipes Québec, année après année, puis ils ont vraiment une bonne équipe, là. Je pense que cette année-là, ils peuvent se rendre loin, se rendre tout le temps loin, mais je pense que cette équipe-là peut compétitionner pour l'or à 100%. Ils ont une défensive que ça fait longtemps que je vois une défensive comme ça, c'est impressionnant, qui amène beaucoup, beaucoup d'offensives. Donc, j'ai hâte de les suivre, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'ai hâte de voir s'il reste des coupures, qui va être coupé, parce qu'ils ont vraiment une belle équipe, là. Puis, ils jouaient contre Bishop, qui est le calibre universitaire, donc pas mal plus vieille. Ouais. Puis ils sont bien battus. Je pense qu'ils ont perdu 4-3 les 2 matchs. Le match que j'ai vu, c'est un match qui aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. Il n'y avait aucune domination. C'était du beau hockey, là. Excellent. Ben c'est ça, ça va être intéressant parce que c'est, comme tu dis, c'est des joueuses qui sont de première année au niveau collégial. Fait que c'est des joueurs justement qui s'en vont chercher de nouvelle expérience. Puis en plus, après ça, on va continuer de les voir pendant quelques années avec le collégial D1. Donc, à suivre, tu nous tiendras au courant, étant donné que tu aimes bien suivre ça, évidemment, parce que j'imagine qu'il y a du recrutement à faire autour de là en plus. Donc, comme je te dis, tu nous tiendras au courant de tout ça. Parlant de choses aussi à suivre, ben on a le hockey universitaire là, qui est à la veille de commencer. Ça commence, dans le fond, à la fin de la semaine. On va avoir les premiers matchs. Ça s'annonce comment de ce côté-là? C'est la dernière année. Je ne sais pas encore si c'est officiel. Peut-être que tu peux me le dire. Est-ce que c'est officiel que c'est la dernière année d'Ottawa Carleton dans le circuit ou ça reste encore à peut-être être discuté? Est-ce que tu sais ça? Il me semble que c'est fait et que c'est leur dernière année. Puis après ça, on va garder juste les 4 équipes du Québec dans le circuit. Donc, dernière année à voir ça, en fait, dernière. Éventuellement, les choses peuvent évoluer. Il y a d'autres équipes qui peuvent entrer dans le circuit, mais là, pour le moment, telle qu'on la connaît, cette ligue-là à 6 équipes va être intéressante à suivre. Oui, justement, parce qu'elles vont être 6, c'est toujours le fun quand tu as plus d'équipes. Mais qui est à surveiller cette année en particulier? Puis je le sais que Concordia va être encore extrêmement solide. Est-ce qu'on a des équipes là, qu'il faut surveiller en sens de qui ont pris un step de plus puis qui vont probablement défier comme il faut le Concordia? Évidemment, on avait les Carabins l'an passé qui ont perdu leur meilleure joueuse, qui est Audrey-Anne Veillette, qui est maintenant rendue professionnelle. Mais autrement, là, qui sont les équipes là, qui vraiment peuvent défier Concordia? Ouais, ben, tu sais, Montréal, année après année, ont des bonnes équipes qui compétitionnent. Ils peuvent tout le temps, tu sais, s'ils sortent un bon match, ils vont passer en avant de Concordia, puis je suis même pas inquiète pour eux. Ils sont tout le temps capables de compétitionner. Donc, eux autres, ils m'inquiètent pas du tout. Ils vont avoir une autre bonne saison. C'est malgré qu'ils ont perdu Veillette, ils ont rentré des bonnes joueuses recrues. Puis, tu sais, ils n'ont pas perdu tant de joueuses que ça non plus de l'année passée. Ils ont une bonne défensive avec Hope dans les buts. Ça va être intéressant. Jade Picard, qui va être à sa deuxième année universitaire, elle aussi va être absolument à surveiller. Ah oui, ça c'est sûr. Ça va être une pièce clé de leur équipe, ça, c'est sûr et certain. Mais sinon, moi, une équipe que j'ai hâte de suivre, c'est Bishop. Avec l'acquisition de Gabriel Santerre, je pense que Santerre a ramassé des points à tous les matchs pré-saison. Ouais. J'ai hâte de les voir. C'est une équipe que je trouve qui était pas loin l'année passée, mais là, avec Gabriel qui se joint à eux, je pense vraiment qu'ils vont avoir une bonne saison et qu'ils vont compétitionner contre toutes les équipes. Sinon, McGill, l'année passée, ils ont une joueuse, Lavoie, qui s'est blessée en début de saison. Elle n'a pas joué de l'année, mais c'est une joueuse clé. Donc là, elle est en santé, elle va jouer cette année, ça va faire une grosse différence pour eux. C'est comme si c'était une nouvelle joueuse qui rentrait dans l'équipe, là, vu qu'elle n'avait pas joué de la saison passée. Donc, parce que ça a été difficile pour eux.
Ça a été difficile pour McGill l'an passé. Tu voyais vraiment la fin d'un cycle, là, la fin de Jade Downey-Landry, pour ne pas la nommer notamment, mais tu sais, il y avait plusieurs joueuses qui ont quitté McGill l'année passée. Là, au niveau résultat, là, il y a eu un clash vraiment par rapport aux dernières années, ce qu'on avait vu. Donc, toi, d'après toi, avec la voix qui arrive, on peut s'attendre à revoir un peu plus du McGill qu'on est habitué de voir. Oui, et puis ils ont une nouvelle gardienne de but aussi. Là. C'est une gardienne que j'ai coachée à Saint-Laurent, Jade Rivard-Coulombe, qui va faire ses débuts avec eux aussi, qui peut être un élément clé dans leur équipe. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Je suis allée les voir jouer quand ils ont joué contre Boston il y a 2 semaines. Puis déjà, tu sais, je voyais que ça s'en allait quelque part, cette équipe-là. Là, ils viennent de finir un voyage là, aux États-Unis, qui ont joué contre des grosses équipes. Je pense que c'est une bonne préparation pour eux. J'ai hâte de les suivre, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Puis pour les 2 équipes à Ottawa, pour être bien honnête, dans les pré-saisons, je les ai pas vraiment suivies. Ottawa a toujours une équipe qui compétitionne, donc je suis pas inquiète avec eux. Ils rendent des joueuses aussi intéressantes là. Ils ont une recrue, Maëlle Laplante, qui jouait à Limoilou l'année passée. C'était une pièce clé de la défensive à Limoilou. Donc, je suis certaine qu'elle va avoir des belles minutes devant elle à Ottawa, puis qu'elle va performer comme elle performait avec les Titans. Carleton, je les ai vraiment pas suivis là. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont être capables d'aller plus haut dans le classement. L'année passée, ils ont été chercher des victoires quand même importantes après les fêtes. Donc, ça va être intéressant. Dernière année avec les 2 équipes d'Ottawa, tu l'as dit. Je pense qu'il peut y avoir des belles surprises dans le secteur universitaire cette année-là. Concordia, par contre, je vais en revenir. Il reste qu'elle revienne avec Amy Fecteau qui va être là, mais Rosalie Bégincé qui croyait bien avoir terminé son stage universitaire. Elle avait signé un contrat avec la Force de Montréal. Bon, on connaît l'histoire. Là, la Ligue a été rachetée. Les contrats ont été, si on veut, dissous. Fait que Rosalie a pris la décision de revenir pour sa dernière année d'éligibilité à Concordia. C'est un très gros morceau. Un très gros morceau parce que c'est pas juste une fille qui a du bagage et qui a de l'expérience. C'est une excellente joueuse de hockey. Donc, Concordia est là. Puis si on a parlé de Gabrielle Santerre à Bishops, il faut parler d'Émilie Lucier qui arrive à Concordia aussi. Fait que c'en est une autre extrêmement talentueuse joueuse de hockey qui s'ajoute à ce groupe-là à Concordia qui est déjà très, très, très solide. Le premier mot qui me vient en tête quand je pense aux Stingers, c'est la profondeur. Les autres, là, ils vont avoir du talent sur leurs 4 trios. Les 4 trios vont être capables de compétitionner. Ça va vraiment être intéressant, cette équipe-là, parce qu'ils n'ont presque pas perdu de joueuses. L'année passée, ils ont perdu en prolongation au championnat national. Ils vont vouloir rebondir de cette défaite crève-cœur-là. Honnêtement, ils partent favoris pour moi là, à travers le Canada, pas juste dans le RSEQ. À travers le Canada, pour moi, c'est l'équipe qui part favori. Puis ils vont être dangereuses. Tu l'as dit, Rosalie qui revient, Amy Fecteau, c'est toutes des joueuses qui ont pris de l'expérience. Ça va être vraiment, vraiment le fun de les voir aller. Je sens que qu'ils vont avoir une cohésion comme plus grosse que jamais dans cette équipe-là. La seule chose qui peut peut-être me questionner un peu sur cette équipe-là, c'est dans les buts. Là, ils ont perdu un gros morceau avec Alice Fulbert. Ouais. La gardienne qui est rentrée, c'est Ariane Leblanc, qui est vraiment excellente. Mais qui va avoir le rôle de premier gardien de but? Ça va être quelque chose qui va être intéressant à suivre du côté des Seigneurs, mais ils vont vraiment avoir une belle équipe. Puis ça va être le fun de les voir aller là. Très hâte de regarder ça parce que, comme je disais en début d'intervention, ça commence cette semaine universitaire. Fait qu'on va avoir l'universitaire, le collégial à suivre en même temps, un paquet de dossiers.
Je prépare d'ailleurs un article pour un peu expliquer comment ça s'est passé au niveau de la décision en collégial D2, pas en D2, mais en fait en D1 pour envoyer Édouard Montpetit en D2. Donc, je vous invite éventuellement à lire ça quand je vais avoir complété le tout, cette semaine ou la semaine prochaine. Regarde, assurément un paquet d'histoires à raconter. La saison fait juste commencer. Fait on s'enligne pour des bonnes affaires. J'espère que les gens vont suivre ça avec autant d'attention que nous, parce que le hockey féminin au Québec, il nous donne vraiment, vraiment du bon spectacle. Les gens qui s'empêchent de regarder ça ou qui ne se donnent pas la chance ou le temps de le faire, vous manquez quelque chose. Le niveau est bon, la compétition est belle, puis franchement, ça vaut la peine. Oui, 100%. J'invite les gens à se déplacer s'ils peuvent. Les billets ne sont pas chers. C'est du bon hockey, autant à l'université qu'au cégep. Les filles au cégep, c'est les prochaines à rentrer à l'université. Hein, donc, ça peut être quand même intéressant de les suivre. Puis, tous les matchs sont diffusés sur YouTube. Donc, j'invite les gens à les regarder puis de voir que c'est quand même du bon calibre. Là. Surtout l'universitaire, c'est impressionnant. Puis la RSEQ est selon moi le meilleur circuit au Canada. Donc, si vous êtes capable de suivre ça, il y a tellement des bonnes joueuses qui jouent dans ce circuit-là. Puis c'est des futurs pros. Hein. Donc, ouais, allez voir ça. Vous n'allez pas être déçus. Absolument. Good. Ben écoute, un autre gros merci, Léa, encore une fois. Une bonne semaine de hockey. Puis on se reparle la semaine prochaine avec grand plaisir. Bonne semaine. Salut. OK, masculin, collégial avec Tristan Mac, Denzel Carré-Guéa. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Salut, messieurs. Bonne action de grâce. Ben, merci, vous de même. Parce que oui, on enregistre ça le lundi de l'Action de grâce. Nous autres, congé, pas congé. On décide de mettre notre énergie à écouter, pas à écouter, mais évidemment, mais à parler de hockey collégial et ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Et on a eu un paquet de bons matchs, encore une fois. On a un classement qui prend forme tranquillement, pas vite. Sans embarquer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé, je veux quand même cibler une couple d'événements qui ont eu lieu. Les 2 victoires, notamment de Tedford, qui, je pense, sont 2 matchs, moi je pourrais dire 2 matchs importants, dans le fond, que Tedford est allé chercher. 2 gros matchs, là, il y avait des statements à quelque part à faire là. Un 4-2 contre Champlain-Saint-Lawrence. Et ensuite, un 4-0 contre André Laurando, qui a peut-être l'air pire qu'il est, parce qu'en réalité, André Laurando a quand même tiré 41 fois. Une grosse performance de gardien de but, évidemment, dans ce cas-ci. Mais à la fin, 4 points que Tedford est allé chercher face à 2 gros adversaires. Ça les positionne très bien. Fait que pour moi, c'est un peu l'événement, si on veut, au niveau collectif de la fin de semaine, même si on a eu un paquet d'autres mondes qui ont bien fait, puis on va en parler plus tard. Mais je veux avoir votre impression là-dessus sur la performance de Tedford en partant. Denzel, je te passe la parole là-dessus. Du côté de Tedford, on avait un match contre les Lions vendredi qui donnait place à 2 équipes qui performent très bien depuis le début de la saison. On sait qu'entre les 2 formations, il y a eu des matchs très intenses en pré-saison entre les Lions et les Filons. Puis, ça a été un match qui a démarré tranquillement jusqu'à temps que les Filons concèdent 2 buts rapidement là, en début de deuxième période. On a senti un changement de rythme et ça l'a même forcé l'entraîneur-chef Martin Bernard à prendre un temps d'arrêt dans ce match-là. Puis, par la suite, les Filons ont su dicter l'allure de ce match. On a inscrit 4 buts coup sur coup. On a été finalement en mesure de prendre les devants là, dans ce match en fin de période avec 2 buts de notre joueur qui, en ce moment, performe très bien, là, Dufour, qui réussit à s'inscrire à la marque. On est en mesure de revenir de l'arrière d'une façon où est-ce qu'on implique de l'échec avant très, très bien du côté de Tedford. Donc, je pense que les éléments en place là, du côté de Tedford font qu'en ce moment, dans le processus qu'on entend depuis le début de saison, on mérite d'être en première place. Contre André Laurando, on est en mesure de museler l'offensive des Montréalais qui va très, très bien depuis le début de la saison. Donc, les signaux qu'envoient les Filons en début de saison sont ceux qu'on avait prévus là, dans le préambule de cette saison 2023-2024 parce que les Tedford est vraiment dominant. On a seulement
encaissé 15 buts. On est toujours invaincu en temps régulier. Donc, je pense que quand on regarde la façon dont se comportent les Filons, ça va être une équipe qui va continuer à connaître du succès s'ils sont en mesure de jouer de la même façon soir après soir. Tristan. Oui, absolument. Je seconde tes points, Denzel. Vraiment, les Filons très bien structurés depuis le début de la saison. Tyler Medina, le gardien de but, fait un sublime travail. Et il faut se le dire, là, dans la partie contre le Boomerang, ça n'avait pas été une première période facile pour les Filons. Ils avaient à peine tiré 3 ou 4 fois là, au filet de Mathieu Tessier samedi. Le Boomerang qui avait pris cette période en son avantage. Mais par la suite, en deuxième, c'est là qu'ils ont mis la machine en marche. Bon, il y a eu un but refusé contre les Filons. Un autre but qui a suscité un petit peu de controverse parce que, bon, selon certains, il y avait une obstruction sur le gardien, puis Louis-Olivier Charland semblait avoir été retenu. Mais malgré ça, les Filons étaient en mission dans cette partie-là. Medina a fait un superbe travail en première période et en troisième plus particulièrement. En deuxième, ça a été nettement l'avantage des Filons qui vraiment là, ont très, très bien joué. Medina, un des joueurs les plus un des très bons gardiens de but cette année. Mathis Dufour, qui est tout simplement sublime à voir aller depuis le début de l'année. Puis quand tu mélanges ça avec deux entraîneurs expérimentés en Martin Bernard et Stéphane Fiset, eh bien, ça donne une combinaison gagnante. Puis, il ne faut pas l'oublier non plus. Puis, on avait oublié de le mentionner, là, peut-être en préambule de saison, mais Martin Bernard et Stéphane Fiset ont vu leur travail être récompensé par Alain Rajotte cet été. Ils ont obtenu une prolongation de contrat de 4 ans avec les Filons. Donc, ça vous montre la qualité du travail que font les deux entraîneurs à Thetford. Puis, on va se dire, là, il n'y a pas grand-chose à faire du côté de la ville de Thetford Mines, là, entre vous et moi. Alors, pour attirer des joueurs, puis pour mener un programme d'une très belle façon dans la région de Thetford, chapeau à Martin et à Stéphane, ils font de l'excellent travail là-bas. Non, ben, t'as un bon point, puis on pourrait ouvrir cette parenthèse-là, on gardera peut-être pour une autre fois, mais effectivement, ce qui est fait là-bas par Alain Rajotte, pas uniquement au hockey, mais ce qu'on arrive à faire au basket notamment et tout, pour créer des programmes solides qui, ultimement, réussissent à attirer des bons athlètes. Ben, quelque part, là, il y a des installations, il y a un paquet de choses, mais oui, il y a un encadrement avec les entraîneurs qu'on arrive à attirer là-bas. Fait que, bref, non, très intéressant, comme tu dis, ce qui est fait à Thetford. Puis là, ben, cette année, c'est bien parti. Donc, au niveau du hockey, ça va être à voir là, jusqu'où on va être capable de se rendre, mais clairement, on est parti comme les attentes le mentionnaient, un peu comme Denzel soulignait en début. Les attentes sont rencontrées en début de saison, donc à voir comment ça va continuer. Alors, souhaitant évidemment de rester en santé, c'est le plus important. 2 victoires aussi pour Sorel Tracy, 2 victoires pour La Flèche. Donc là aussi, bon, évidemment, on fait des bonnes choses de ce côté-là. Une victoire qui a été peut-être à souligner, c'était la première de la saison de Lionel Groux. Je pense qu'il fallait, il était temps qu'on aille la chercher, cette première victoire-là, contre les Patriotes de Saint-Laurent. Et dès le lendemain, après la première période, c'est 2-1 pour Lionel Groux contre Saint-Hyacinthe. Là, je me dis, OK, là, la machine est vraiment lancée. On dirait que là, Lionel Groux, gagné de la confiance qu'il avait. Mais Saint-Hyacinthe les a ramenés sur terre assez rapidement. 6 buts de suite après ça pour Saint-Hyacinthe qui a fini par l'emporter 7-2 dans le deuxième match de fin de semaine de Lionel Groux. Est-ce que, franchement, on a juste frappé un mur? Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Là? Je vous laisse essayer de m'expliquer ce qui est arrivé dans le cas de Lionel Groux. Est-ce que c'était un hype qui est arrivé puis c'est ça qui aurait, dans le fond, qui était l'exception? Ou tout simplement, là, on a le train a déraillé dans le match contre Saint-Hyacinthe? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Là? D'abord, il faut le souligner, les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent sont sur une séquence de 7, pas de 7, mais de 5 revers consécutifs. Donc, c'est une séquence plutôt difficile cette fois-ci pour la formation de Tim Archambault. Et dans le cas des Nordiques du collège Lionel Groux, c'était vraiment là, un match qui était à leur avantage contre les Patriotes. Ils ont été très robustes, ils ont joué de la bonne manière.
ils voudront peut-être revoir le côté indiscipliné de la troisième période. Ceci dit, là, il y a eu beaucoup de pénalités de rudesse et autres en troisième là, contre Saint-Laurent, comme l'a vu la tradition entre ces deux formations-là. Et ceci dit, là, je pense que le train a déraillé le lendemain à Saint-Hyacinthe, puis il faut le souligner, Gabriel Doyon fait tout un boulot actuellement à Saint-Hyacinthe. Il ne faudra pas les prendre à la légère. Je pense que, comme je l'ai mentionné la semaine passée, les lauréats forment une bonne équipe. Ils vont se retrouver quasiment dans le deuxième tiers de la Ligue, selon moi. Alors, je vois vraiment ça du bon oeil du côté des lauréats. Du côté des Nordiques, il faut le mentionner également, l'ajout d'un nouvel entraîneur / conseiller dans leur équipe, soit Jean-François Leblond, qui travaille là, au niveau des programmes d'entraîneurs de Hockey Québec. Donc, un ajout de plus au personnel, peut-être que cela a aidé. Alors, mais la bonne chose, c'est qu'il y a de l'amélioration du côté des Nordiques et il faut continuer dans la même veine. Puis, ce n'est pas mauvais non plus d'avoir encaissé un revers après avoir remporté son premier match non plus. Là, ça peut ramener une petite touche d'humilité dans le vestiaire, une petite touche là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer après avoir bien gagné la partie contre Saint-Laurent. Donc, ça reste à suivre pour la suite des choses du côté de la formation de Charles Dupéry. Du côté de Lionel Groulx, on a remporté un match qui était quand même très important. On sentait que ça s'en venait, mais je pense qu'il faut quand même souligner le fait que je pense que Tristan avait vu juste quand il disait qu'il manquait de profondeur au niveau de l'offensive, qu'il y a des joueurs qui petit à petit commencent à s'adapter beaucoup plus là, à cette ligue collégiale. Je pense notamment à des joueurs qui l'année passée ont joué avec les Nordiques, comme un joueur comme Jérémy Leduc, qui est sur une bonne séquence, 3 points à ses 3 derniers matchs, dont 2 buts. C'est un joueur qui est très bien bâti au niveau de sa taille, est en mesure de vraiment aller marquer des buts lorsqu'il se positionne dans l'enclave. Donc, c'est sur ce genre de joueur qu'on va pouvoir bâtir du côté des Nordiques parce qu'on a été en mesure aussi d'avoir une performance quand même de qualité devant le filet. Rémi Cloutier qui a quand même fait 48 arrêts là, dans ce match face aux Patriotes. Oui, du côté des Patriotes, on a des déboires, mais on s'est quand même buté un gardien très en forme. Puis Tristan l'a mentionné, du côté des Patriotes, on est sur 5 défaites, mais c'est surtout le fait qu'à l'offensive, on n'est pas en mesure de marquer des buts à 5 contre 5. On n'a pas marqué comme on le fait habituellement. On a seulement inscrit 9 buts à nos 5 derniers matchs. Donc, c'est pas assez du côté de Saint-Laurent pour se permettre de connaître du succès dans la Ligue collégiale qui est tellement offensive. Donc, je pense que c'est au niveau de l'offensive qu'il va falloir bâtir du côté de Saint-Laurent et pourquoi pas s'inspirer sur qu'est-ce qu'on faisait de bien auparavant. On était très rapide en transition, mais cette année, ça semble beaucoup plus difficile pour la troupe de Tim Archambault. Est-ce que c'est pas la jeunesse, justement, de Saint-Laurent qui... On en a parlé, le talent est là, il n'y a pas de doute que le talent est là, mais est-ce qu'on n'a pas mis... on n'a pas eu trop l'impression que ce talent-là allait de lui-même faire le travail puis arriver à exécuter rapidement? Parce que la réalité, c'est que, justement, ce sont beaucoup de jeunes joueurs. Peut-être que... plus la saison va avancer, là, on va commencer peut-être davantage à les voir trouver cette chimie-là, trouver ces détails-là, cet ajustement-là au niveau, excuse-moi, de la Ligue collégiale D1, parce que, franchement, je le répète, les joueurs sont bons, c'est pas ça le point. Je pense sincèrement qu'à regarder comment ça se déroule, il y a des petits détails ici et là. Tu parlais de transition, Denzel, tu sais, je ne suis pas un expert de X et de O, fait que c'est pas moi qui va commencer à jouer là-dedans. Puis, mais par contre, il y a quand même une réalité. À un moment donné, tu affrontes des équipes aguerries, des équipes qui en ont vu d'autres, des équipes bien entraînées, elles également. Et probablement que dès le début de la saison, ce serait peut-être à la limite, en y repensant un peu, a été surprenant de les voir dominer dès le début de la saison. Saint-Laurent, c'est peut-être une équipe qu'on va voir prendre son envol un peu plus tard. Puis, tu sais, quand on regarde les Patriotes, là, ils ont quand même été chercher des très bons joueurs là, avec Maxence Côté-Bergeron, Nathan Carouters, Samuel Carreras, Samuel Lamarche, j'en oublie quelques-uns. Ils ont tout de même des vétérans dans cette équipe-là. Mais comme Robert Charland me l'avait déjà dit, au début de la saison, c'est sûr que l'équipe ne va pas gagner tous les matchs. Là. Pourquoi? Parce que, justement, il y a des jeunes qui vont arriver dans cette équipe-là, qui vont devoir prendre une certaine dose
de maturité. Et ça me fait un peu penser à la situation du Boomerang l'année passée, Philippe, en sens où est-ce que le Boomerang avait une des équipes les plus jeunes dans le circuit. Le début de saison avait été de 2 victoires et 8 défaites en début de campagne après les 10 premiers matchs, dis-je. Puis après ça, l'équipe s'était adaptée et s'était mis à bien jouer et s'était mis sur les bons rails. Alors, c'est peut-être ça qui est en train d'arriver du côté de Saint-Laurent, justement. Ce n'est jamais évident avec des jeunes qui arrivent de différentes formations, un nouveau duo de gardien de but aussi. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses, mais une chose est certaine, Antoine Gagnon fait le travail du côté des Nordiques, oui. Simon Chartrand fait le travail et Danick Latour fait le travail. Alors, on avait ciblé ces 3 joueurs-là comme étant 3 joueurs de 20 ans qui devaient être les meneurs de cette équipe-là. Maintenant, il reste à voir comment les jeunes poulains derrière eux vont être en mesure là, d'augmenter leur niveau de jeu d'un cran plus que la saison va avancer. Exact. Ben, regarde, de toute façon, on va voir, mais à la limite, là, il faut toujours justement se rappeler qu'à ces âges-là, la différence entre quelqu'un qui a 19-20 ans et quelqu'un qui en a 17 est beaucoup plus grande que son potentiel. Et on a souvent cette tendance à regarder le potentiel, à regarder le talent et transformer ça rapidement en résultat, alors que des fois, ben. Et en fait, la plupart du temps, il y a un processus derrière tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas, il n'y a rien de bon qui s'en vient pour les Patriotes. Au contraire, mais il faut juste faire la différence et être capable d'expliquer que des fois, le talent ne se transforme pas nécessairement en victoire immédiatement. Je voulais vous amener quand même sur un match qui était très intéressant en fin de semaine. Vous parliez de pas Saint-Laurent, Saint-Hyacinthe, tantôt, qui avait un début de saison intéressant parce que les entraîneurs font du bon travail là-bas. Il y a eu un match contre Champlain-Saint-Laurent et logiquement, façon de parler, Champlain-Saint-Laurent l'a gagné 6-3, mais c'est un match où tu parlais de discipline là, entre Saint-Laurent et Lionel Groulx. Dans ce cas-ci, on a eu quand même une panoplie de pénalités. Même les entraîneurs, en fait, Pierre-Cédric Labrie, qui, à la fin, a reçu notamment une punition pour conduite antisportive et inconduite, notamment pour avoir dit ce qu'il pensait aux arbitres au milieu de 3e période. Cette intensité-là qu'on voit en début de saison qui permet des fois des débordements va quand même devoir être contrôlée à un moment donné au sens où là, on est en début d'année, peut-être qu'on a des messages à passer à tout le monde dans la Ligue, mais quand même, c'est un match spécial. Là, disons, au niveau pénalité, là, je ne sais pas ce que vous en avez vu ou ce que vous en avez retenu. Je vous laisse aller là-dessus. En entrevue d'après-match, il y a un des joueurs des Lions qui l'a mentionné, le fait que Pierre-Cédric Labrie était un entraîneur qui était très, très motivateur. Puis je pense que ça se transcrit sur qu'est-ce qu'on voit sur la glace du côté des Lions. On est une équipe qui est très engagée. On joue avec un haut niveau de compétition. Puis on semble être galvanisé là, par l'énergie qu'on a derrière le banc du côté de Champlain-Saint-Laurent. C'est peut-être un monde qui est différent de ce qu'on a connu là, du côté des Lions, mais ça semble fonctionner. On voit que c'est une équipe qui, peu importe la situation, est en mesure d'aller marquer des buts, que ce soit sur l'avantage numérique à 5 contre 5, même sur les unités spéciales, lorsqu'on défend des avantages numériques, on est très, très intense. Donc, pour moi, les Lions, c'est une équipe qui est très, très bien encadrée. Puis même si on prend énormément de punitions en ce moment, on ne perd pas nos matchs, mais c'est certainement un point qui devrait être abordé parce que c'est une équipe qui doit être en mesure de gérer nos émotions. On est quand même une équipe jeune, on est bien entouré cependant, donc c'est un élément qui va leur permettre de bien progresser durant la saison. Mais oui, là, c'est une équipe qui avait perdu à Thetford 4-2, a été en mesure de se grouper puis d'aller chercher ce match-là contre Saint-Hyacinthe qui avait connu du succès la journée d'avant face à Lionel Groulx. Donc, pour moi, je pense que du côté de Saint-Laurent, si on est en mesure de bien galvaniser nos énergies, bien se concentrer dans ce genre de duel-là, on va être en mesure de connaître du succès encore dans les semaines à venir. Et honnêtement, j'adore cette intensité-là. Parce que, honnêtement, ça montre que les équipes ont le désir de vouloir gagner, ont le désir de vouloir bien représenter leur cégep et autres. Je pense que c'est très intéressant de voir ça. Ceci dit, ça ne pourra pas être de la sorte en séries éliminatoires, là, d'avoir autant d'indiscipline. C'est sûr qu'il va en avoir de l'indiscipline en série, mais rendu là, les arbitres
sauront comment gérer les situations. Les joueurs auront pris un certain niveau de maturité au fur et à mesure de l'avancement de la saison, notamment au niveau de ce qu'on appelle en anglais la game management, là, au niveau des émotions. Là. Donc, c'est-à-dire, si un joueur te donne un coup, ben, réplique pas, laisse-toi donner une coupe de coups de gants dans le visage, puis l'autre joueur va avoir une pénalité parce que le message qu'il faut se dire, là, recevoir un coup de gant dans le visage, que ce soit avec la grippe ou le bocal de poisson au visage, là, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Fait que, pourquoi les joueurs répliqueraient à ça, tu sais? Ben, comme tu dis, ça fait partie de la gestion des émotions, mais comme Denzel, ben en fait, toi aussi, Tristan, tu le mentionnes, cette intensité-là fonctionne très bien. C'est l'équipe, c'est la deuxième qui tire le plus souvent au but et c'est l'équipe qui accorde le moins de tirs au but. Donc, il y a une structure pareille derrière ce jeu-là. Ce n'est pas que de l'émotion uniquement. Il y a une structure. Cette équipe-là joue bien au hockey. Non, j'aime beaucoup ce que les Lions font cette année. Je ne sais pas si c'est le nouveau message, la nouvelle voix dans le vestiaire qui amène la façon de faire les choses. Mais nonobstant ça, parce que ça n'enlève rien au coach qui était là avant, au contraire, on le sait à quel point c'était des grands entraîneurs qui étaient là. La question ne se pose même pas à ce niveau-là. Mais de voir les Lions, comment ils travaillent cette année. Moi, c'est évidemment, je cible l'indiscipline parce que à long terme, ça peut pas. Ça va te coûter à certains moments. Mais est-ce que tu es capable d'être aussi intense en acceptant qu'il y a des punitions d'intensité qui vont venir avec? Là. Il faut que tu viennes vivre avec. Puis je pense pas que Pierre-Cédric Labrie est bien dérangé par le fait qu'il y a certaines punitions qui peuvent être prises. Mais comme je dis, c'est parce que tu ne veux pas te mettre à perdre des matchs importants à cause de ça. Et ça, c'est l'affaire qu'il ne faut pas qu'il arrive. Mais n'empêche, j'ai l'impression que ça va vraiment faire partie de l'ADN des Lions. Ça veut dire mets tes bottes de travail, puis tu te prépares pour une bataille puis une guerre quand tu t'en viens jouer contre les Lions. J'ai l'impression que c'est ce message-là qu'on veut que Labrie donne à ses joueurs, puis ses joueurs donnent à la Ligue. Écoute, je ne suis pas là, j'ai pas parlé à Labrie. Par contre, c'est tellement évident que c'est ce qu'on voit sur la glace que ça donne cette impression-là. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point on va avoir moins d'indiscipline ou plus, ou comment, parce que ça va faire partie de l'ADN de cette formation-là. Denzel, je ne sais pas, toi, comment tu vois ça dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'il soit géré ou on va s'attendre à avoir une équipe comme celle-là toute l'année? Ben, on a un échantillon de 7 matchs, puis pour moi, je pense pas que ça va être représentatif de tous les matchs qu'on va jouer du côté de St. Lawrence. J'ai hâte de voir si on sera en mesure de garder ce même niveau d'intensité au fil de la saison. C'est sûr qu'on va connaître des matchs parce que ça va être beaucoup plus difficile, mais on bâtit sur des bonnes bases. On est une équipe qui a l'échec avant à fond la pédale. On a des marqueurs de but qui, oui, on a Bello et Chabot qui font très bien, mais on a aussi 2 autres marqueurs de 5 buts qu'on ne mentionne pas, Nicolas Jean et Maverick Delisle. C'est un joueur qui avait connu beaucoup de succès avant sa blessure. Tristan l'avait mentionné là, dans le préambule de saison. Donc, je pense que les éléments en ce moment vont très, très bien, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va le payer. Tu l'as mentionné, le fait que quand on joue avec autant d'intensité, on va devoir payer au niveau des infractions qui vont être appelées contre nous. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut être satisfait de ce qui est mis en place du côté des Lions. Mais c'est sûr que ça va être une formation qu'il faudra surveiller si jamais on n'est pas en mesure d'aller chercher des résultats. Si on change notre façon de jouer, ça va peut-être une des facettes à surveiller du côté de St. Lawrence parce que j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter au fil de la saison parce que c'est difficile de jouer comme ça soir après soir. On sait que dans la ligue collégiale, c'est des matchs qui sont très intenses. Donc, d'avoir ce même niveau de compétition lors de chaque match, ça va être très difficile. Mais s'il y a une équipe qui en ce moment est en mesure de le faire, c'est les Lions du Collège Champlain-St. Lawrence. Et à mon souvenir de la manière comment Pierre-Cédric Labrie jouait quand il évoluait dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue américaine, dans la East Coast, en Europe, un seul mot qui pouvait le décrire, et c'était de l'intensité. C'était ça, Pierre-Cédric Labrie, quand il jouait. Je suis certain qu'il a pris des notes de son fameux beau-papa, disons-le comme ça, un certain Casso. Je suis pas mal certain que Patrick lui a donné quelques conseils, quelques guides
pour faire en sorte qu'il soit prêt pour sa carrière d'entraîneur. Mais une chose est certaine, Pierre-Cédric Labrie, c'est un entraîneur intense et ça se reflète sur la glace du côté de son équipe. Et pas juste les marqueurs, mais tous les joueurs en général font le travail depuis le début de l'année du côté des Lions. Exact. Puis bon, ben, en attendant, nous autres, on profite de ce spectacle-là, puis en espérant que ça continue pour eux, parce que c'est un superbe début de saison pour les Lions de Champlain-Saint-Laurent. La semaine prochaine, bon, on a quoi? On a 7 matchs qui vont être joués la semaine prochaine. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce qui retient votre attention? J'ai bien hâte, personnellement, de voir Champlain-Lennoxville à Champlain-Saint-Laurent. On parlait de ça. Moi, j'aime Champlain-Lennoxville. C'est une équipe qui, on dirait, fait son petit bonhomme de chemin, trouve le moyen de battre ici et là ses équipes, puis dans certains cas, assez solidement. Ils l'ont fait d'ailleurs contre Alma en fin de semaine, une grosse victoire 7-3, si ma mémoire est bonne. Donc, franchement, un début de saison intéressant pour une équipe que, justement, on ne s'attendait peut-être pas à être déjà à ce niveau-là. Donc, on le sait, le travail qui est fait par Dominique Desmarais, visiblement, on s'attendait à ce que ce soit bien fait, mais que ça donne des résultats aussi rapidement, c'est une chose. Ça va être intéressant de voir, justement, à mon avis, contre Champlain-Saint-Laurent. Je trouve que c'est une bonne façon de se mesurer et établir où est-ce qu'on en est. Et ce que je trouve intéressant, messieurs, c'est surtout la part de certains joueurs là, du côté de Champlain-Lennoxville. Je pense notamment à Benjamin Clément, 11 points en 6 matchs. Thomas Sirois, 7 points en 6 matchs depuis le début de l'année. Il y en a quelques autres là, qui s'inscrivent à la marque. Mais dans le cas de Sirois et de Clément, ce sont 2 joueurs qui avaient des rôles précis sous les ordres de Stéphane Lebeau dans le passé, et que là, ils en sont à leur dernière année. Ils trouvent le moyen de s'inscrire à la marque et de mener cette équipe-là. Donc, c'est quand même très intéressant de voir ça. Il y a un certain processus de continuité qui est mis en place au sein des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville. Et il ne faut pas oublier non plus le gardien de but, Émile Pagé, qui a pris part à 5 départs sur 6 matchs depuis le début de la saison. Émile évoluait là, sous les ordres d'Arnaud Dubé au niveau M18 3A chez les élites de Jonquière, avait connu relativement une bonne saison l'année passée. S'il avait une meilleure équipe devant lui, sa fiche aurait été plus reluisante au niveau M18 3A. Mais une chose est certaine, Émile Pagé fait tout un travail là. Et c'est plaisant d'avoir que des joueurs en provenance du M18 3A ou du M18 D1 s'installent et on voit de plus en plus qui vont vraiment être les meneurs de leurs équipes respectives. Et j'ai envie de dire que du côté de Lennoxville aussi, on avait bien joué contre Thetford. Donc, encore une fois, ça va être un autre test face à une équipe qui connaît beaucoup de succès en Saint-Laurent. Donc, je pense que même si dans les dernières années, c'est Lennoxville qui a remporté la majorité des duels entre les 2 formations, je pense que Saint-Laurent va peut-être avoir un net avantage là, dans ce genre de duel-là, mais ça va certainement être un bon test pour la formation de Dominique Desmarais, qui connaît un bon début de saison. Ça fait partie des équipes qui font quand même très bien, qu'on ne voyait pas nécessairement entamer la saison dans le haut du classement, mais petit à petit, on semble se forger une belle équipe là, du côté de Lennoxville. Et ceci dit, je pense qu'on voyait tout de même là, Lennoxville dans le 2e tiers de la Ligue, donc ils se trouvent quand même à peu près là, dans le même positionnement qu'on les voyait, où est-ce qu'on les plaçait en fait là, au classement. Donc, reste à voir comment ça va se poursuivre du côté des Cougars. Mais s'ils peuvent maintenir la cadence et connaître une bonne saison et que Dominique Desmarais là, ait un bon plan en place, je suis certain qu'il a un plan. Il sait comment ça fonctionne au niveau collégial. Alors, c'est très intéressant ce qu'on voit du côté de Champlain-Lennoxville. Puis, j'ai bien hâte de voir à quoi a l'air leur équipe sur la glace. Yes, absolument. Il y a Sorel-Tracy-Outaouais aussi qui va être, je pense, un des matchs à suivre en fin de semaine, samedi soir à 19h30. Au centre Branchot-Brière, Monsieur Mac, tu avais quelque chose à nous raconter, nous expliquer quelque chose qui a rapport avec le développement, je le dirais comme ça, le développement des joueurs collégiaux. Un des outils dont disposent les équipes collégiales
Je sais qu'André Laurando s'en va faire ça, justement, tu vas m'en parler, mais il y a plusieurs équipes qui le font aussi. Raconte-nous un peu ça, cet élément-là justement, de développement qu'on offre aux joueurs collégiaux. Ben justement, le Boomerang ne joue pas dans la Ligue collégiale cette fin de semaine. Il jouera du côté des États-Unis. Il va jouer contre les prep schools de Northwood, South Kent et Little Caesars. Donc, une possibilité de visibilité pour des joueurs autant de 17 à 19 ans. Et je pense qu'Alexandre Dardano te l'avait déjà mentionné auparavant dans une balado précédente l'année passée. Souvent, les joueurs vont vouloir rester, dépendamment de leur décision, là, 2 à 3 ans gros max dans la Ligue pour faire en sorte que leurs années futures, eh bien, ils aillent dans une Ligue où est-ce qu'il y aurait plus de recruteurs ou du moins plus de visibilité auprès des universités américaines ou canadiennes. Donc, ça, c'est une certaine offre qu'il y a sur la table pour des équipes collégiales. Je sais que les Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy, les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, les Filons du Cégep de Thetford, les Lauréats de Cégep de Saint-Hyacinthe et les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent ont déjà participé à différents tournois aux États-Unis dans le passé. Et c'est une belle opportunité pour les équipes, pour les joueurs, pour essayer d'avoir d'autres niveaux, pour des équipes pour pouvoir se comparer à différentes équipes au niveau des États-Unis. Donc, ça va être quand même très intéressant à suivre. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et souvent, quand les équipes participent à des tournois aux États-Unis, ils amènent leur équipe voir des matchs de la NCAA. Et c'est un calibre quand même là, de très relevé. Là. Le Boomerang il va quand même aller voir les champions défendants du Frozen Four, l'Université du Quinnipiac. C'est quand même pas mauvais. Dans les années passées, certaines équipes ont été voir Clarkson, ont été voir New Hampshire, ont été voir l'Université du Vermont. Donc, c'est une belle possibilité pour les équipes. Et il y a même des tournois là, au niveau de l'Ontario. Donc, c'est très intéressant pour les équipes, pour les joueurs et aussi pour les parents, parce que souvent, les parents et les joueurs se retrouvent dans une situation, est-ce que je laisse mon joueur dans la Ligue collégiale? Est-ce qu'il s'en va jouer sa 12e année? Est-ce qu'il s'en va jouer junior ailleurs? Donc, c'est une belle possibilité de connaissance aussi pour toutes les familles des joueurs. Absolument. Denzel, sais-tu si les Griffons font quelque chose du genre aussi? Est-ce qu'ils participent à des événements du même type? À ma connaissance, non, les Griffons ne sont pas impliqués dans ce genre d'événements, mais je pense que c'est une bonne chose hein, de donner cette plateforme-là aux équipes du Québec, surtout. On sait que des fois, on évolue dans l'ombre de d'autres ligues pour ce groupe d'âge-là. Donc, c'est vraiment important de développer ce genre de connexion-là, ce genre de réseau-là, et pourquoi pas permettre aux joueurs de vivre aussi une expérience à l'extérieur du hockey. C'est quand même quelque chose de bien là, de vivre un bel environnement, là, de voir d'autres joueurs, d'autres visages au niveau du hockey dans le circuit nord-américain. Donc, je pense que c'est certainement une facette qui devrait être exploitée par les formations au Québec, mais non, du côté des Griffons, on n'est pas impliqué dans ce genre d'événement. Puis, tu sais, ce qui est plaisant aussi, c'est que les équipes ont la possibilité d'avoir des campus universitaires américains aussi. Donc, ils peuvent voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et ce qui est plaisant, c'est l'ambiance des matchs de la NCAA. Les gens, s'ils n'ont jamais été voir ça, là, c'est quand même extraordinaire. Là. Il y a des amphithéâtres qui sont remplis à 20 000 personnes avec une fanfare derrière un des deux filets, les trompettes et les tambours qui se font aller. Alors, puis souvent, les cégeps vont voir ça, puis les joueurs vont voir ça, puis peut-être que ce sentiment d'appartenance-là va être créé à l'intérieur des institutions collégiales, justement, et ça amène justement d'autres équipes à avoir ça. Je pense notamment aux Filons du Cégep de Thetford qui ont leurs joueurs de football et leurs joueurs de Division 2 qui sont souvent au match du Division 1 à Black Lake. Je pense aux Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe qui ont des joueurs de football qui sont là, Saint-Laurent qui ont des joueurs également qui viennent voir. Bref, toutes les équipes ont leur manière de faire les choses, ont leur sentiment d'appartenance qui leur est propre. Mais ceci dit, pour n'importe qui, là, pour un jeune, là, quand il va voir la NCAA ou qui vit l'expérience collégiale, puis qu'il y a un fort sentiment d'appartenance auprès de son cégep, on ne peut pas demander mieux pour l'équipe là, et pour le joueur également.
Ben, c'est excellent. Puis je rajouterais à ça que je trouve que c'est une belle façon de démontrer que les joueurs qui s'en viennent là, quand on les compare au calibre justement des prep schools américains, ça donne aussi une chance aux différents programmes universitaires qui viennent regarder ces événements-là, aux entraîneurs, aux recruteurs, peu importe qui est envoyé sur place, de voir que oui, leur bassin au niveau des prep schools, c'est une chose, mais le bassin au niveau collégial québécois offre aussi d'excellents niveaux et ça fait en sorte que ces opportunités-là sont données, oui, à nos joueurs chez nous, ça c'est important, mais aussi aux universités de faire le contact avec ça. Puis quand je parle des universités, tu le mentionnais, hein, il y a l'Ontario aussi. Donc, on a le junior majeur chez nous qui amène les équipes, qui remplit après ça des équipes universitaires, mais nos joueurs là, qui jouent dans des juniors A ou du collégial 3A, 3D1, excuse-moi, mon âge transparaît quand je parle de 3. Tu n'es pas Serge Savard, le commissaire, hein? Roger Brulotte au préfet de discipline? Non, ben ça, c'est une petite coche plus vieux que moi quand même. Mais il reste tout ça pour dire que, comme je dis, là, avoir des bons joueurs, c'est une chose. Leur faire vivre des choses, c'est essentiel. Mais d'être capable de faire l'amalgame entre ce qu'on offre et les besoins plus hauts, c'est là que ça prend tout son sens et toute sa valeur. Donc, d'être capable de le faire, là, puis d'être capable de montrer aux joueurs ce que c'est, mais de montrer aussi au prochain niveau ce qu'on a à offrir, c'est la meilleure façon de le faire. Donc, merci Tristan de nous avoir partagé ça, justement pour mentionner que ça dépasse juste une saison de hockey avec des matchs de hockey puis un classement à essayer de gagner. C'est beaucoup de choses, le hockey collégial chez nous. Donc, voilà. Donc, merci à toi. Puis il y a le côté humain qui embarque là-dedans aussi, là, en sens où est-ce que notre ligue, oui, il y a des joueurs qui vont se rendre à un plus haut niveau, que ce soit au niveau universitaire canadien et américain, que ce soit en Europe, que ce soit ECHL ou Ligue américaine pour ceux qui se rendent le plus loin ou environ. Il y en a qui vont jouer dans la Ligue nord-américaine. Bref, oui, il y a ce côté-là, le côté hockey. Mais il y en a plusieurs là, qui ont fini leur parcours collégial, qui sont devenus des comptables, qui sont devenus des médecins, qui sont devenus des dentistes, qui sont devenus des policiers, qui sont devenus des métiers de toutes sortes qui sont importants. Et il y a un certain côté de pérennité scolaire et de pérennité au niveau social qui embarque dans notre ligue, dans toutes les facettes. Et c'est ça la beauté de la ligue collégiale. Oui, il y a le calibre, mais il y a le côté humain aussi. Puis, il y a un joueur du côté d'André Larandou, ça fait quelques années, c'était Louis-Philippe Carrier qui était là. Aujourd'hui, il est devenu dentiste. Là. Puis je peux en nommer plein des joueurs de d'autres équipes là, qui sont devenus des comptables et autres. C'est tellement important là, à ce niveau-là. Puis non seulement il y a ce côté-là, mais il y a des joueurs dans toutes les équipes que peut-être que sans le hockey, ils ne seraient pas sur des bancs d'école et n'auraient pas des diplômes à la fin de leur parcours scolaire. Il y a ce côté-là. Absolument. Absolument. Il faut juste se rappeler que c'est ça, que ce soit le hockey, que ce soit le volleyball, que ce soit du lancer du disque, peu importe, là, la réalité, c'est que le sport fait partie de leur vie. Forme qui ils sont, puis ultimement, quel sport ils ont fait, jusqu'où ils se sont rendus, chaque personne. Je pense qu'on a tous fait du sport nous-mêmes aussi, puis on a tous eu nos limites qu'on a fini par atteindre. Sinon, les gens nous connaîtraient pour d'autres raisons que le podcast qu'on fait aujourd'hui. Mais il reste que c'est des expériences, puis au bout du compte, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Puis tant mieux si cette expérience-là t'amène ultimement à en vivre plus, puis même à en vivre point de ton sport. Mais la réalité, c'est que pour la 99% du monde, ça va être ça. Là, ça va être des belles expériences, mais c'est pas avec ça qu'on va vivre. Donc, oui, le côté humain et ces éléments-là sont majeurs. Messieurs, une autre belle édition hockey du podcast Bulletin sportif. Merci encore une fois énormément de votre implication, de vos analyses et de votre travail. Super apprécié. On en profite pour saluer les entraîneurs et les assistants entraîneurs qui nous écoutent
qui font assurément leur plan de match en fonction de ce qu'on fait comme analyse. Donc, salut à tout le monde, puis merci d'être à l'écoute. Continuez de parler du podcast. Mentionnez qu'on parle de vous, qu'on essaye du mieux qu'on peut d'analyser ça en faisant les erreurs qu'on peut faire, mais surtout en le faisant du mieux possible pour faire rayonner tout le monde. Donc, passez le message, c'est la meilleure façon.